80 000 Belges sont aujourd'hui frappés par la maladie d'Alzheimer. Et en raison du papy-boom, c'est un chiffre qui pourrait doubler dans les 20 prochaines années. Alzheimer, un nom qui fait peur, notamment parce que les origines de ces troubles de la mémoire graves et irréversibles sont encore méconnues. Plus surprenant, aujourd'hui, des scientifiques remettent carrément en cause l'existence de cette forme de démence en pointant du doigt l'inefficacité des traitements connus. Voici Alzheimer, mythe ou réalité, une enquête de Véronique Fouillat et de Guillaume Volner. Ce matin-là, Vénéra va acheter le journal dans son quartier. C'est quasiment la seule sortie qu'elle peut encore effectuer toute seule. Tu dois avoir ton soir, Lina? Oui, je viens voir le soir, s'il te plaît. Ah, Merci. on va te donner ça. J'avais oublié tout à l'heure, je reviens. Ouais, c'est bien. S'il vous plaît. Merci, merci. Respiration, oh là là, c'est pas trop bon. Hein. Des bonnes... Est-ce que vous avez une idée du prix de votre journal, par exemple? Le prix du journal, bah, ça dépend des... On est le mardi 7 septembre et combien le journal? Journal, vous me dites? Oui, le prix, par exemple. Vénéra ne retrouve plus le prix du journal et même pour rentrer chez elle, par sécurité, elle doit dorénavant porter un accessoire. Enfin, une balise de style GPS, effectivement. Donc, on peut me trouver à la trace, donc je ne me suis pas enfouie nulle part. Donc voilà, tout va bien. Vénéra est atteinte de la maladie d'Alzheimer et depuis, tout son univers a basculé. Elle ne peut plus travailler et elle vit avec Marie, sa compagne, qui lui consacre tout son temps et toute son énergie. Car désormais, Vénéra a besoin d'assistance dans tous les gestes de la vie courante. Bon, Mimi, tu dois mettre un 7 pour moi et un 7 pour toi. Oui, et? Mais c'est pas bien mis. Non, effectivement, c'est pas Donc bien. un pour toi, c'était bien, c'était bien. Pour moi et l'autre, c'est ici. Non, non. Alors, il manque 2 fourchettes. Encore? Pour lui simplifier la tâche, Marie va décomposer chaque action. Après les 7, il faudra trouver les couteaux, puis les fourchettes. Mais même de cette manière, Vénéra a du mal à y arriver. Et encore, il manque 2 serviettes. Juste là, Bilou. Bilou, 2 serviettes. À chaque demande supplémentaire, Vénéra perd un peu plus le fil. Non, là. La porte, là. Ina, regarde. Je vois pas. Regarde. Elle est de plus en plus anxieuse et finalement complètement perdue. Non, je vois pas, là. Ici. Ici. Ah, oui, d'accord. Les serviettes, là. Est-ce que ça, c'est vraiment représentatif de vos difficultés au quotidien? Ah oui. Et c'est comme ça pour tout. Pour vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, ouvrir les rideaux, fermer les rideaux, faire le lit, mettre des chaussettes. Il a fallu à peine 2 ans pour en arriver là et comme c'est souvent le cas dans cette maladie, c'est sa mémoire qui a d'abord flanché. Au bout d'un moment, enfin, je faisais n'importe quoi. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. J'avais posé quelque chose, et puis à un moment donné, je me dis, mais où est-ce que j'ai mis le quelque chose en question? Et donc c'est là que c'est pas moi qui l'ai vu, c'est toi qui l'as vu. Très vite, les 2 femmes décident de consulter et à peine 53 ans, le couperet tombe. Le diagnostic est posé par élimination. Et c'est assez violent parce qu'elle a une grande cicatrice ici sur la tête. Et je m'accrochais un petit peu à cette cicatrice en disant elle a eu un coup sur la tête et elle a un petit bout de son cerveau qui est abîmé, mais... Et donc, c'est pas une commotion, c'est pas si, c'est pas ça, c'est Alzheimer. On se souvient qu'on a dit toutes les deux un mot très vulgaire. Oh, pu... Parce que bon, quand même, 53 ans, c'est demain tout le monde, hein. Demain tout le monde. En Belgique, plus de 80 000 personnes souffrent aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Elle a tout oublié en réalité. On sent que le personnage disparaît petit à petit. D'après les projections, le nombre de malades pourrait même tripler d'ici 2050, une catastrophe annoncée et pourtant. Le diagnostic actuellement n'est jamais un diagnostic de certitude formelle.
Les prises en charge ne sont pas toujours bien adaptées. La structure d'hébergement à long terme pour des personnes âgées, c'est le monde du silence et le monde de l'inactivité. Les médicaments sont peu efficaces, voire contre-indiqués. L'efficacité de ces médicaments est extrêmement faible. C'est des médicaments qui sont plutôt plus dangereux qu'utiles. Actuellement, c'est la seule possibilité thérapeutique que l'on a. Et les professionnels s'opposent même sur l'existence de la maladie. Pour nous, la maladie d'Alzheimer, ça n'existe pas. Il n'y a pas de doute quand on voit un malade atteint d'une maladie d'Alzheimer qu'il présente une maladie. Alors, Alzheimer, mythe ou réalité, c'est toute la question. Ce matin-là, à l'hôpital de Jolimont, dans le Hainaut, nous allons rencontrer Claude. À 76 ans, il consulte sa neurologue parce qu'il est inquiet. Ce ne sont pas seulement ses problèmes respiratoires qui le tracassent, non, ce sont des mots qu'il a du mal à retenir. Sa maman a eu la maladie d'Alzheimer, alors forcément, Claude est anxieux. Est arrivé un problème qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, c'est le fait que j'ai très difficile à certains moments de trouver mes mots. Ce ne sont pas des mots très compliqués, mais ce sont des mots qui sont des termes propres, mais que je ne sais pas recoller l'un à l'autre. Vous ne le retrouvez pas. Sa neurologue, Bénédicte Quivron, a l'habitude d'évaluer les démences. Et c'est ici, en face à face, au bureau, qu'elle va tenter de voir si oui ou non il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors d'abord, la plus bête des questions, vous pouvez me donner la date d'aujourd'hui? Bonne question. Nous sommes le 7 Le mois, l'année? septembre 2016. Nickel. Maintenant, je vais vous dire 3 mots que vous allez répéter. Après, je vais vous distraire avec une autre tâche. Et par la suite, je vais vous redemander ces 3 mots. Donc, vous devez essayer de bien les garder en tête. OK? Alors, les 3 mots, c'est fauteuil, tulipe et canard. Vous répétez les 3 mots? Fauteuil, tulipe et canard. OK. Claude va alors devoir retenir quelques mots, reproduire des formes géométriques, rédiger une phrase simple. Les demandes peuvent sembler anodines, mais mises les unes derrière les autres, elles vont se révéler significatives, surtout l'une d'entre elles. Vous vous souvenez des 3 mots que je vous ai demandé de retenir? Fauteuil. Maman faisait un effort. Non? Les 2 autres, vous ne vous souvenez pas? Non. Et si je vous aide? Ah, peut-être, oui. Si je vous dis que le 2e, c'était un nom de fleur. Non? Non. Ce qui m'embête, c'est que les erreurs que vous faites, c'est des erreurs essentiellement au niveau de la mémoire. Vous n'avez pas retrouvé 2 mots sur 3 quand je vous ai distrait, même si je vous aide. Hein. Donc même si je vous dis fleur, vous n'avez pas retrouvé tulipe, le mot était perdu, donc ça veut dire que vous ne l'aviez pas mémorisé. Je pense que dans ce cas-là, ça vaudrait quand même la peine d'aller un petit peu plus loin et de faire un test de mémoire plus approfondi. Et par ailleurs, il faut également programmer une résonance magnétique, qui est un examen qui permet de voir votre cerveau. Et cet examen-là permettra surtout de s'assurer qu'il n'y ait pas autre chose d'anormal. Claude vient de passer le test cognitif qui constitue la pierre angulaire du diagnostic. Mais à ce stade, il est encore trop tôt pour dire si oui ou non il est malade. Il faudra donc poursuivre les investigations pour rechercher des signes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Voir si le cerveau est atrophié, s'il utilise correctement le sucre par exemple, ou encore rechercher certaines protéines. En cette matière, l'hôpital Erasme à Bruxelles dispose des techniques les plus performantes. Nous y retrouvons Jean-Christophe Beer, un expert de la maladie. Et il va nous apprendre que, comme ces signes peuvent aussi se retrouver dans d'autres maladies, ils ne suffisent pas non plus à poser le diagnostic avec certitude. C'est clair que le fait d'avoir juste un des marqueurs présents ne suffit absolument pas à affirmer que la maladie est présente. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un faisceau d'arguments cliniques basés sur l'examen, l'anamnèse, les examens dont on dispose, l'imagerie, qui permettent d'arriver à la conclusion que le diagnostic le plus probable est celui d'une maladie d'Alzheimer. En réalité, il n'y a que 2 cas de figure dans lesquels le diagnostic ne fait aucun doute, notamment après un décès. Le premier des 2, c'est lorsque l'on peut regarder du tissu cérébral au microscope et que c'est en lien avec la symptomatologie que l'on observe. Et l'autre cas de figure, c'est ces très rares cas de pathologie génétique où quand on a un gène muté très particulier, on est absolument certain de développer la maladie par la suite
Et donc, lorsque les symptômes surviennent, on est certain que les symptômes sont bien liés à la maladie. À ce stade de notre enquête, nous comprenons que poser le diagnostic reste complexe et qu'il n'est établi avec certitude que dans un nombre de cas très limité. On ne connaît pas non plus la cause de la maladie et on est encore incapable de la guérir. Alors, face à de telles incertitudes, certains n'hésitent pas. Ils vont carrément jusqu'à remettre en cause l'existence de la maladie. Pour rencontrer ces sceptiques, nous décidons de partir à Genève. Nous avons rendez-vous avec un professeur de psychologie clinique spécialisé dans l'étude des vieillissements difficiles. Et ce qu'il va nous dire est saisissant. Martial van der Linden en est convaincu, la maladie d'Alzheimer, ça n'existe pas. Notre conception, qui va à l'encontre de l'approche biomédicale dominante, c'est de dire que le cerveau vieillit. Mais il vieillit plus rapidement et plus gravement chez certaines personnes que chez d'autres. Mais les raisons pour lesquelles il vieillit plus gravement et plus rapidement dépendent de toute une série de facteurs et de mécanismes qui interviennent tout au long de la vie. Et ces facteurs, ils sont multiples. On le sait maintenant, c'est la présence antérieure d'une dépression, c'est une faible activité physique, c'est peu de relations sociales, c'est une nourriture déséquilibrée, etc., etc. Effectivement, en ce sens, on peut dire que pour nous, la maladie d'Alzheimer, comme une maladie avec une cause essentielle et des symptômes spécifiques, ça n'existe pas. Les médecins, eux, n'ont évidemment pas la même analyse. Pour eux, nier l'existence de la maladie, c'est faire marche arrière. Les malades sont là. Les malades sont clairement malades. Il n'y a pas de doute quand on voit un malade atteint d'une maladie d'Alzheimer qu'il présente une maladie. Nier ça me paraît un non-sens, voire un retour en arrière. C'est considérer que la démence, le fait de se retrouver en perte d'autonomie des suites de troubles cognitifs, est quelque chose que l'on attend normalement avec l'âge. Et donc dire que la démence sénile est une entité attendue vers laquelle nous allons tous. Je suis convaincu du contraire, et tout ce que l'on sait aujourd'hui va plutôt dans le sens contraire. Pourtant, le psychologue insiste. Alzheimer serait un terme galvaudé, employé pour désigner toute forme de démence. Ce serait même devenu un label inventé il y a 50 ans. C'est une construction sociale, voilà. Dans les années 70, aux États-Unis, l'Institut national de recherche sur le vieillissement, voyant l'augmentation de l'espérance de vie et les problèmes associés à cela, disait qu'il faut qu'on fasse de la recherche sur le vieillissement. Mais on n'aura pas d'argent si on dit qu'on fait de la recherche sur le vieillissement. Il faut qu'on dise qu'on va éradiquer une implacable maladie qu'on appellera maladie d'Alzheimer. Il faut qu'on pratique la politique de l'angoisse. Au contraire, pour le neurologue, ce nom a tout son sens et c'est même le préalable à tout traitement. Si un jour on veut traiter la maladie, il faut commencer par l'identifier et faire de la recherche dessus. Si vous refusez l'existence même de la maladie, il n'y a aucune chance qu'un jour vous puissiez la traiter. À ce jour, malgré une multitude d'essais cliniques, on n'a toujours pas trouvé de traitement pour guérir la maladie d'Alzheimer. 4 molécules et leurs génériques sont néanmoins disponibles sur le marché. L'Aricept, l'Excelon, le Réminil et l'Ebixa. Ces médicaments sont censés ralentir la progression de la maladie et agir sur les troubles du comportement. Fanny prend un traitement depuis 2 ans. Elle vit seule, mais la confusion aidant, elle a parfois un peu de mal à s'y retrouver. Du coup, son fils passe régulièrement et une infirmière l'aide à gérer ses médicaments. Ça peut être une préoccupation, la gestion des médicaments, parce qu'en fait, certains médicaments doivent absolument être pris. Donc, pour s'assurer de la prise, une infirmière passe 1 fois par semaine remplir le pilulier. Et au-delà de ça, on doit s'assurer qu'une fois que c'est dans le pilulier, elle a bien pris le médicament et qu'il n'a pas été écarté pour une question de goût, de texture ou de celui-là, il ne me plaît pas. Non, je prends plus ça. Hop, je vais à la clinique. Si Fanny reconnaît qu'elle est malade, elle a parfois l'impression de ne pas supporter son traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pris ce qu'il fallait? On est jeudi, oui, donc ici, il reste juste quelque chose ça pour le ce soir. Oui, Voilà. Je fais tout mon possible pour accepter Alzheimer. Et pour tout faire bien, ça me fait mal de tête, comme si ça flambe. Je vous assure, c'est comme si ça va comme ça et ça c'est du feu, quoi, pour moi, dans ma tête.
Même si Fanny reste confuse, son fils a le sentiment que son traitement l'aide réellement. J'ai l'impression que ça a un effet, c'est très subjectif, mais en 2 ans, je vois que sa santé s'est plutôt dégradée, mais j'ai la conviction que ça se serait dégradé beaucoup plus rapidement sans la prise de médicaments. À ce jour, les médicaments disponibles ne font pas l'unanimité. Et depuis des années, à Paris, la revue Prescrire met en garde contre ces molécules. C'est un magazine indépendant qui publie des informations sur les traitements. Nous rencontrons son directeur pour écouter ses arguments. Toutes les études montrent que malheureusement, l'efficacité de ces médicaments n'est pas tout à fait nulle, mais extrêmement faible, concerne une minorité, une personne sur 10, 10%, seulement pendant quelques mois, et rien de bien tangible dans la vie quotidienne. Et ça ne retarde pas le moment où il faut passer en institution. Donc c'est une grosse déception. Les études qui existent sur l'usage des médicaments, à mon sens, ne laissent pas le moindre doute sur le fait qu'ils connaissent une certaine efficacité, et même une efficacité certaine. L'autre question, par contre, c'est de considérer les effets secondaires du produit. Et qu'il faut donc s'assurer au moment de la prescription qu'il est prescrit à bon escient, qu'on ne prescrit pas à quelqu'un qui risque d'avoir une intolérance, et surtout qu'on l'arrête si effectivement il n'était pas toléré. Ça va de soi. Un patient sur 10 amélioré pendant quelques mois, des effets secondaires réels comme de la confusion, des troubles digestifs, une augmentation du risque cardiovasculaire aussi. Pour Bruno Toussaint, c'est une certitude, ces médicaments ne devraient plus être utilisés. Oui, pour nous, de nos jours, c'est des médicaments qui sont plutôt plus dangereux qu'utiles. Et il vaut mieux ne pas compter dessus, on prend beaucoup moins de risques et on ne perd rien de sérieux en termes d'efficacité. Face à ces faibles résultats, les patients tentent de résister comme ils peuvent et Fanny y met toute sa fierté. J'ai mon orgueil. Quand vous parlez, et tout d'un coup, hop, ça vous coupe. Vous ne savez pas continuer. Ça ne vous fait pas plaisir. On essaye de faire semblant. C'est pas ça. C'est pas si facile que ça. Hein. C'est facile de lire et de faire tout ce qu'on veut. Mais quand dans la vérité, c'est autre chose. Une autre conséquence de la façon dont on perçoit Alzheimer, c'est la manière de prendre en charge les patients. Car selon qu'on donne la priorité à la maladie ou à ceux qui en souffrent, leur accompagnement sera très différent. Un jour ou l'autre, les malades devront choisir une maison de repos et toutes ne fonctionnent pas de la même manière. Didier, lui, n'a pas eu le choix. C'est en urgence qu'il a dû trouver un établissement pour sa maman. Vas-y. Voilà. Ça va bien quand même? Oui. Tu es contente d'être dehors? Oui. Ça te fait du bien? Oui. Ici, on a face à nous quelqu'un d'extrêmement calme, de très passif, et en réalité, elle n'a jamais été comme ça. Et puis, voilà, elle était plutôt labile, elle ne dit plus rien aujourd'hui, le regard est vide, perdu. Il n'y a plus de gestes, et puis elle se désintéresse en réalité de tout. Hein. Souvent, elle se détourne même. C'est ça qui est très déstabilisant, c'est que c'est ma maman, mais que je ne reconnais plus rien d'elle en réalité. Et elle ne reconnaît plus rien de nous non plus. Tout son passé s'est effacé. On sent que le personnage disparaît petit à petit. La maman de Didier n'en est pas à sa première institution. Avant d'être ici, elle a connu un autre placement, une expérience catastrophique qui s'est traduite par de la maltraitance. On a appris effectivement que pendant la nuit, elle avait été attachée, oui, c'est vrai, sans notre consentement. On l'a retrouvée souillée plusieurs fois puisqu'elle n'était plus vraiment dans sa chambre, ni même dans les espaces communs. Et c'est vrai que lorsqu'on en a appris ça, ça a été extrêmement compliqué, quoi. Tiens, on va essayer de manger quand même. Tiens, essaye un peu de prendre avec ta main ici, maman. Depuis qu'elle a changé d'établissement, Didier a le sentiment qu'on s'occupe plutôt bien d'elle. Mais il n'empêche, il vient la voir tous les jours, pour le contact, bien sûr, mais aussi par nécessité. C'est vrai que je constate, moi-même qui viens ici assez souvent pour le repas du soir, que les accompagnants ne sont pas de trop, réellement, et que nous avons une véritable utilité à venir ici assez régulièrement pour aider nos parents à se nourrir, et cela permet de laisser un peu plus de liberté ou un peu plus de temps aux aides-soignantes de faire leur boulot. On va un peu aller à l'étage, maman, on va un peu monter. Voulez-vous? Je trouve que la prise en charge n'est pas vraiment adaptée pour les personnes Alzheimer,
dans les homes, classiques ou non d'ailleurs, que l'on trouve aujourd'hui. Et je trouve que les structures spécialisées pour Alzheimer sont quasi inexistantes et c'est un véritable manque, puisque ce sont des patients qui, à mon sens, ont des besoins vraiment spécifiques. Ça te fait du bien comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Ça te fait rire. Mais voilà, il y a des échanges quand même qui existent encore. Hein. Et c'est ceux-là qui sont importants, n'est-ce pas? C'est vrai. Pour trouver une institution totalement adaptée, nous nous rendons au Jardin de la Mémoire à Bruxelles. Cette structure a été entièrement conçue en fonction des malades et elle fait d'ailleurs figure de référence. C'est un bâtiment de 9000 m², réparti sur 5 niveaux, avec une capacité de 120 lits. Tout est fait ici pour donner des repères à des malades désorientés. Et la sécurité fait partie des priorités. La zone est complètement sécurisée, donc les résidents peuvent déambuler ici, mais pour accéder aux ascenseurs ou aux escaliers, il faut un badge. La conception du bâtiment tient également compte de certaines particularités de la maladie. Donc on a un couloir circulaire qui permet à nos résidents déambulants de déambuler sans avoir à un moment à faire demi-tour ou à se retrouver face à un mur. Donc ici, ils ont cette possibilité de pouvoir tourner en rond en quelque sorte, mais de ne jamais se retrouver bloqués. Ici, chaque journée se déroule de la même manière. À l'étage des chambres, les patients sont levés, habillés, et ils doivent attendre que tout le monde soit prêt pour pouvoir descendre. Je vois que vous regardez votre montre là. Ça fait longtemps que vous attendez là? Ah oui. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais descendre. On descend vers 10h, 10h25. L'opération prend énormément de temps, valides et moins valides, tous patientent en attendant de prendre l'ascenseur. Bonjour. Ça va? Bonjour Madame Bergman. On va descendre au salon? Il est 10h30, les résidents peuvent enfin descendre en groupe et rejoindre les lieux où ils passeront la journée. Au Jardin de la Mémoire, chaque patient va alors rejoindre son salon. Il y en a 5 et chacun correspond à un niveau de dépendance. Toutes les activités se dérouleront dans ces salles communes en fonction du stade de la maladie. La plupart de ces animations auront lieu en groupe. Quand ce ne sera plus possible, on pensera alors à une prise en charge plus individuelle et davantage axée sur les sens. Le snoezelen est un concept importé de Hollande et il est surtout utilisé pour les patients les plus dépendants. Ça fait du bien. Hein? C'est vraiment être avec la personne et pouvoir lui apporter un bien-être et prendre le temps. Souvent, on ne prend pas assez de temps dans les grandes institutions. Et c'est vraiment ici un moment où je peux me consacrer uniquement avec une personne et vraiment prendre le temps de savoir ce qu'il a besoin, le faire parler parfois. On peut avoir des chouettes expériences dans un snoezelen. Mais pour stimuler les patients, la plupart d'entre eux passeront la journée ensemble. Difficile de remonter en chambre ou de s'isoler réellement. Premièrement, ça demanderait de l'encadrement supplémentaire. Et deuxièmement, en fait, il y a plusieurs endroits au sein de l'étage dans lesquels les résidents peuvent déambuler complètement librement ou ils peuvent être un petit peu plus au calme s'ils le souhaitent. Mais on demande vraiment que tout le monde suive la même structure. Malgré cette spécialisation, le taux de remplissage ne dépasse pas 60%. Un chiffre qui s'expliquerait en partie par les tarifs en vigueur, de l'ordre de 3 000 € environ. Il est certain qu'on a un prix qui est dans la moyenne relativement élevé et donc il faut pouvoir se permettre de payer le prix ici au Jardin de la Mémoire, même si, je veux dire, ça le vaut dans la mesure où il y a plus de personnel que ce qui est défini dans les normes et que la prise en charge est spécifique, il faut pouvoir sortir cet argent. En octobre dernier, l'établissement a été racheté et la direction a changé. Mais Martial van der Linden reste très critique sur ces grandes institutions.
La structure d'hébergement à long terme pour des personnes âgées, c'est le monde du silence et le monde de l'inactivité. C'est des personnes qui ont très très peu de relations interpersonnelles et quand elles en ont, c'est avec les soins et elles sont la plupart du temps assises ou couchées. Ces personnes n'ont pas la possibilité d'exprimer ce dont elles ont besoin. C'est la bureaucratie qui, dans beaucoup de cas, va primer. Il faut qu'on change de culture vers une approche beaucoup plus centrée sur la personne, son bien-être, et qui considère que la personne avec une démence, elle garde une identité. Ce n'est pas un zombie. Alors y aurait-il d'autres modèles possibles? Des maisons où on mettrait la priorité sur les personnes avant de les considérer comme des malades et on écouterait leurs besoins avant de leur prodiguer des soins. Nous sommes à Beauregard, dans la banlieue de Genève, et pour Marie-Madeleine, c'est l'heure de la balade. On va marcher tout le long, environ à 150 mètres et à la volière. D'accord? Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous croyez que c'est possible juste de faire... Entrez, madame. Ne serait-ce qu'à juste un instant qu'elle voit les oiseaux de près. Vous êtes gentil. Fessal est animateur et chaque fois qu'un résident le demande, il l'accompagne dans le quartier pour maintenir le contact avec la vie extérieure. Alors le réseau social, c'est très important, c'est-à-dire se promener dans le quartier, aller dans le tea room, faire les achats. Aujourd'hui, la sortie, c'est à la volière, mais ça peut être aussi aller faire dans un centre commercial, ça peut être aussi aller dans un objectif bien précis parce que c'est le besoin de la personne. Dans cette maison, on est loin d'une structure médicalisée. Beauregard est un ancien hôtel transformé en résidence pour personnes démentes. Il y a là 36 pensionnaires, parfois sévèrement atteints, qui sont ici comme chez eux. On part vraiment du principe que les gens sont chez eux et donc on les accueille à part entière. Et on essaie de ne pas mettre à l'avant-plan l'aspect de la maladie, mais plutôt de voir quelle est la personne que nous accueillons. Donc évidemment, il y a un aspect où on doit prendre soin, mais on doit aussi donner de la vie aux gens. Ce jour-là, il fait beau et chacun fait ce dont il a envie. Lire le journal, boire un café, ne rien faire aussi, rien n'est imposé. Tous les 2 mois, une partie de l'équipe se réunit autour d'un résident en sa présence pour définir ses projets. Il y a là le psychologue, l'infirmier, l'aide-soignante et l'animateur. C'est au tour de Doris. L'équipe aimerait qu'elle décroche un peu de la télé, mais elle n'est pas prête à se laisser dicter sa conduite. Ça, c'est le point. Mais vous n'aimez pas que je regarde la télé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse toute la journée ici? Non. C'est pas ça qu'on veut dire, Doris. La télé, vous pouvez la regarder. Vous participez pas? Mais souvent... Non, mais on ne m'a pas proposé. Doris, quand on vous propose le karaoké, que vous aimez chanter, vous dites oh non, je suis fatigué, j'ai pas envie, je préfère regarder la télé. Non, non, dites pas ça. On vous force pas? Non. Ben voilà. Alors voilà, je regarde la télé. À Beauregard, les résidents ont donc voix au chapitre et même de ne pas être d'accord. Et quand la situation se complique, quand l'agressivité survient, on essaie d'abord de comprendre pourquoi avant d'administrer systématiquement des médicaments. J'y crois pas spécialement à l'agressivité du résident. Je dirais plutôt que c'est une réponse à un besoin qui n'est pas assouvi. Notre travail, c'est justement de ne pas laisser les choses s'envenimer et puis de tout de suite répondre à ce besoin. Donc il faut vraiment éviter de donner des médicaments comme ça, mais plutôt essayer de reconnaître où est la problématique. Chez nous aussi, de plus en plus de professionnels réfléchissent à des solutions créatives. Des institutions qui ne nient pas la maladie, mais qui ne la mettent pas au centre de leur prise en charge. Cette approche, nous l'avons trouvée en région bruxelloise, au Val-des-Roses. Les patients vivent à 15 dans ce qu'on appelle des cantons. Ce sont de petites unités communautaires de plein pied et quand ils arrivent ici, leur vie n'est pas finie. Ces personnes, elles sont pleinement encore capables de vivre, de participer à un projet de vie, d'être actives et acteurs de leur vie. Une personne âgée est une personne qui a vécu, c'est une personne qui vit toujours et qu'on ne doit pas ranger dans un casier et l'extraire de la société. Et quand ils sont encore suffisamment en forme, les pensionnaires se rendent utiles en donnant un coup de main à la communauté. Mais faites attention parce qu'ils ont tendance à glisser, ceux-là. Parfait. Faut juste pas couper un doigt, hein, Maïté. Ah non, je les ramasse pas, moi. Oh, tu vois, et on appelle ça des amis. Et c'est honteux. Sur ce plateau, les chambres et les espaces communs sont au même niveau. Et comme nous allons le constater, les rythmes de chacun sont respectés. Est-ce que vous désirez aller vous mettre un petit peu
sur le lit pour faire une petite sieste? Oui. Ok, je vais vous accompagner. Madame Mortier, par exemple, elle s'est levée un peu plus tard, mais on sait que le matin, à partir d'une certaine heure, elle a aussi un besoin plus important de sommeil. Et alors on va voir. Si elle s'endort dans le fauteuil, on lui propose d'aller sur son lit. Parfois elle veut, parfois elle ne veut pas. Elle préfère rester avec nous et dormir dans le fauteuil, mais quand elle veut, on l'accompagne au lit. Est-ce que ça vous complique la vie, le fait de respecter comme ça les rythmes un peu de chacun? Disons qu'il a quand même fallu une petite période d'adaptation parce que c'est une approche différente du travail de soignante en général, quoi. Les activités, elles, peuvent être improvisées. C'est ce qui se passe quand la psychologue emmène Marinette dans un parc à proximité. Car pour cette résidente, le fait d'être dans la nature a tout son sens. Madame est ardennaise, donc elle a beaucoup été dans la nature dans sa jeunesse, Oui, je pense, oui, toute sa je vie. suis ardennaise, C'est juste. oui, les Ardennes. Voilà. Et Madame en parle beaucoup, elle partage beaucoup avec nous autour du thème des Ardennes. Et donc voilà, on sait qu'elle aime beaucoup ça. Et donc c'est vraiment très ressourçant pour elle à voir. Qui traîne. Le Val-des-Roses n'a que 2 ans, mais cette expérience semble concluante, surtout de l'avis des patients, et les listes d'attente en témoignent. Si justement on montre qu'il est possible de quand même être bien tout en ayant des troubles cognitifs, tout en étant dans une structure quelle qu'elle soit, je pense que ça vaut le coup de se dire si je peux vieillir quand même, au fond. D'ici 2025, 150 000 personnes seront peut-être atteintes de la maladie d'Alzheimer et elles auront besoin d'être accompagnées. Si la maladie soulève encore de nombreuses questions, les professionnels s'accordent en tout cas sur un point. Dans l'attente d'un traitement, ce sont la bienveillance et le respect de ces personnes fragilisées qui constituent à ce jour le meilleur des accompagnements. Prescrit-on trop de médicaments aux personnes âgées et quelles sont les conséquences de cette surmédication? C'est tout de suite après la pub. Ça, c'est un anticoagulant. Anticoagulant aussi. Ça, pour calmer un petit peu les anxiétés. Et ça, c'est pour les intestins. Ça fait quand même un certain nombre de médicaments. Puisqu'on me les a prescrits.